Mes 3 enfants se tenaient près du porte-manteau, leurs assiettes encore vides, à regarder leur cousin se faire resservir de la côte de bœuf à 10 mètres de là. Ma sœur a lissé la nappe devant elle comme si elle ajustait une couronne. Ils mangeront quand les invités auront fini, a-t-elle dit avec ce sourire exact qu'elle m'adressait depuis que nous étions petites. Mon père, assis en bout de table avec la couronne d'anniversaire que ma fille lui avait fabriquée en papier cartonné, a simplement hoché la tête. Il ne m'a pas regardé. Il n'a pas regardé mes enfants. Il a repris sa fourchette et s'est remis à couper son filet de bœuf. Je suis allée vers ce porte-manteau. J'ai pris 3 petits manteaux. Un avec une fermeture éclair cassée que je n'avais toujours pas réparée. Un autre de taille trop grand parce que c'était un vêtement de seconde main. Un dernier avec un trou dans la poche à travers lequel mon fils ne cessait de passer le pouce. J'ai aidé ma plus jeune à enfiler le sien. Et j'ai dit, suffisamment fort pour que toute la salle privée m'entende. Nous irons manger à la maison, là où personne n'a besoin de mériter son dîner. Personne ne nous a arrêtés. Personne ne nous a suivis sur le parking. Et, tandis que j'attachais mon fils dans son siège auto, les mains tremblant, tellement que j'arrivais à peine à fermer la boucle, je me suis fait une promesse. Je ne savais pas encore que moins de 2 ans plus tard, cette promesse coûterait à ma sœur tout ce qu'elle avait mis 10 ans à bâtir. Et que tout commencerait par une chemise en carton jaune qu'elle ne pensait jamais me voir trouver. Je m'appelle Léna Mercier. Et avant de vous raconter ce que contenait ce dossier, je dois vous faire comprendre exactement pendant combien de temps j'ai été la fille pour laquelle on ne planifiait aucun dîner. J'avais 26 ans quand mon mari m'a quittée. Tristan n'est pas parti avec fracas. Pas de cris, pas de porte claquée. Il est parti comme le font certains hommes, silencieusement, au fil d'une année, jusqu'au jour où la penderie s'est retrouvée à moitié vidée. Qu'un mot est apparu sur le comptoir de la cuisine disant qu'il avait besoin d'espace pour y voir clair. Il y a vu clair à 400 km de là. Avec une collègue de son ancien travail. J'ai découvert que j'étais enceinte de notre 3e enfant 4 jours après son départ. J'avais une fille de 2 ans, une de 4 ans, un bébé en route, et un compte courant affichant 180 €. Je ne l'ai pas dit à ma famille tout de suite. Je savais déjà comment cette conversation se déroulerait, parce que je l'avais vue se produire une centaine de fois dans d'autres aspects de ma vie. Ma sœur Margot avait épousé l'argent. Son mari dirigeait un réseau de concessions automobiles dans 3 départements. Et dès le moment où elle a dit oui, dans une robe qui coûtait plus cher que ma première voiture, quelque chose a changé dans la façon dont nos parents nous regardaient toutes les deux. Ce n'était pas cruel. Pas au début. C'était plus subtil. C'était la façon dont notre mère, avant de décéder, disait « Eh bien, la famille de Margot a beaucoup à faire » quand elle cherchait une excuse pour rendre visite à ses autres petits-enfants un mardi au lieu de faire les 20 minutes de route supplémentaires pour voir les miens. C'était la façon dont mon père, Gérard, demandait aux enfants de Margot des détails sur leur récital de piano et leur tournoi de football, tout en demandant aux miens « Vous vous occupez bien ?» Au moment où mon divorce a été prononcé, je louais un appartement T3 au-dessus d'une quincaillerie, partageant une chambre entre mes filles, Léa et Inès. Tandis que mon fils Hugo dormait dans un lit à barreaux coincé dans un coin de ma propre chambre. Je travaillais le matin dans un cabinet de facturation médicale et le soir je faisais des inventaires dans un entrepôt 3 nuits par semaine, parce que faire garder 3 enfants avec un seul revenu n'était pas un projet, c'était un problème de mathématiques que je n'arrivais jamais à résoudre. Pendant ce temps, ma sœur rénovait l'îlot de sa cuisine pour la 2e fois en 4 ans et publiait des photos de soirées jeux en famille. Dans un salon plus grand que tout mon appartement.
Je me souviens d'un Noël en particulier, quand Hugo était encore un nourrisson, où la différence entre nos deux vies est apparue si clairement que je ne pouvais plus faire semblant de ne pas la voir. Les enfants de Margot ont déballé des cadeaux qui remplissaient la moitié de son salon, une console de jeu, des vélos assortis, une maison de poupées de la taille d'un vrai meuble. Mon père a tendu à mes filles un unique lot de livres de coloriage à se partager, en leur disant avec un grand sourire chaleureux qui, d'une certaine manière, rendait la chose pire: vous n'avez pas besoin de tant de choses, les filles. Vous n'êtes pas gâtées comme vos cousins. Je n'ai rien dit. Je me suis dit que c'était plus simple ainsi. Faire une scène pour des livres de coloriage ne ferait que prouver cette chose tacite qu'il croyait déjà sur moi, que j'étais aigrie, incapable de passer à autre chose, que je rendais tout plus difficile que nécessaire. Alors j'ai souri moi aussi, je l'ai remercié et je suis rentrée chez moi en me demandant à quel moment exact j'avais accepté d'être la fille qui accepte d'avoir moins sans poser de questions. Je veux être claire sur un point, parce que je sais comment cela peut sonner. Je n'ai jamais, une seule fois, demandé d'argent à ma famille. Pas quand la boîte de vitesse de ma voiture a lâché et que j'ai pris 2 bus pour aller travailler pendant 5 mois. Pas quand Hugo a eu besoin d'un spécialiste pour ses oreilles et que les dépassements d'honoraires ont failli me ruiner. Pas même quand l'institutrice de CP d'Inès m'a prise à part avec douceur pour me demander si les choses étaient stables à la maison parce que ma fille avait commencé à apporter des petits gâteaux secs à l'école dans un sachet, refusant de dire pourquoi. Je n'ai jamais rien demandé. J'ai simplement continué à me lever, à travailler, à répéter à mes enfants que l'amour n'a pas de prix. Même en regardant la famille de ma sœur être invitée à des événements dont la mienne était exclue. Le 70e anniversaire de mon père devait être différent. Il m'avait appelé lui-même, ce qui n'arrivait presque jamais d'habitude, c'était Margot qui transmettait ses instructions et il avait dit « Je veux tous mes petits-enfants là-bas, Léna. Tous. » Je me rappelle être restée dans ma cuisine, le téléphone coincé contre mon épaule pendant que je remuais une casserole des pâtes les moins chères possibles, en sentant quelque chose se dénouer dans ma poitrine pour la première fois depuis des années. Tous. J'ai dit à mes enfants que nous allions à la grande fête de papy, et Inès a passé 3 soirs à lui fabriquer une couronne d'anniversaire en papier cartonné avec de la colle à paillettes, parce qu'elle n'avait pas d'argent pour un cadeau et voulait fabriquer quelque chose de ses mains. Léa a choisi sa plus belle robe, celle d'il y a 2 ans qui commençait à devenir trop courte. Hugo, qui avait 5 ans, s'est entraîné à dire « Joyeux anniversaire, papy », comme si c'était une réplique dans une pièce de théâtre de l'école. Nous avons fait 1h30 de route jusqu'à la salle privée que Margot avait réservée dans une brasserie chic avec des nappes blanches et un maître d'hôtel qui a regardé les manteaux de seconde main de mes enfants comme s'il s'était trompé d'adresse. J'aurais dû savoir que quelque chose ne allait pas. Dès l'instant où nous sommes entrés et que j'ai vu le plan de table. Il y avait 2 tables. La grande table près des fenêtres avait des marque-places écrites à la dorure, Margot, son mari Patrice, Camille, mon père, et une poignée d'anciens amis de golf de mon père. La seconde table, petite, ronde, poussée presque dans le vestiaire, avait 3 étiquettes en papier scotchées sur des sets de table en plastique, Léa, Inès, Hugo. Aucun marque-place pour moi. Comme si l'on partait du principe que je resterais simplement debout quelque part. Je me suis dit que c'était une erreur. Je me suis dit que Margot avait simplement manqué de place, que ce n'était pas personnel, que j'étais trop sensible après des années à me sentir comme la pièce rapportée de la famille. J'ai assis mes enfants à leur petite table et je suis allée trouver ma sœur, qui dirigeait le personnel de service avec l'autorité naturelle de quelqu'un qui a l'habitude qu'on lui obéisse. Et,
ai-je dit en gardant une voix légère. Je crois qu'il y a une erreur sur le plan de table. Mes enfants sont un peu mis à l'écart là-bas. Margot n'a même pas levé les yeux du plan qu'elle tenait en main. Ce n'est pas une erreur. La table principale est pour la famille proche. Et les amis intimes de papa. Il n'y avait tout simplement pas de place pour tout le monde. Leur famille proche, Lena. Elle a enfin levé les yeux vers moi et il y a eu ce sourire. Celui que j'avais répertorié 100 fois en 30 ans. Patient. Et condescendant à parts égales. C'est bon. La table des enfants est juste là. Ils seront servis après le plat principal. Je voudrais vous dire que je me suis battue davantage à cet instant. Je ne l'ai pas fait. Pas encore. Je suis retournée m'asseoir avec mes enfants, et j'ai regardé serveur après serveur apporter des plats pour la table principale. Un carré d'agneau pour mon père, des pièces de bœuf pour Patrice et Camille. Un plateau complet de fruits de mer pour le mari de Margot pendant que mes enfants restaient devant des sets de table vides en regardant leurs cousins manger. C'est là que Margot l'a dit, assez fort pour que toute la salle l'entende. Assez fort pour que je voie deux des amis de golf de mon père jeter un coup d'œil gêné. Ils mangeront quand les invités auront fini. Les invités. Elle a traité mes enfants d'invités à la table de leur propre grand-père, à une fête où ils avaient été personnellement conviés. J'ai regardé mon père. J'ai besoin que vous compreniez ce que j'espérais pendant cette demi-seconde. J'espérais qu'il dise quelque chose. N'importe quoi. Une seule phrase pour recadrer son autre fille devant une salle pleine de monde. Au lieu de cela, mon père a hoché la tête. Il a repris sa fourchette. Il s'est remis à couper sa viande comme si de rien n'était, comme si ses petits-enfants n'étaient pas assis à 2 mètres d'eux. Là avec des assiettes vides et des visages confus. J'ai rejoué ce hochement de tête plus de fois que je ne peux le compter. Ce n'est pas la colère qui m'a fait me lever de cette chaise. C'est la clarté. 31 années de petites comparaisons et d'exclusions silencieuses prenaient soudainement une forme. Et cette forme, c'était ce hochement de tête. Je me suis levée. Je suis allée au porte-manteau. J'ai pris le manteau de Léa. Celui de taille trop grand. J'ai pris celui d'Inès avec la fermeture éclair. Cassé. J'ai pris celui d'Hugo, celui avec le trou dans la poche où il aimait passer son pouce quand il était nerveux. J'ai aidé chacun de mes enfants à enfiler son manteau pendant que toute la salle observait dans ce silence particulier que les gens utilisent lorsqu'ils savent qu'il se passe quelque chose mais ne veulent pas être celui qui le souligne. Nous irons manger à la maison, ai-je dit. Là où personne n'a besoin de mériter son dîner. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas pleuré. Pas avant d'être dans la voiture. J'ai attaché mes enfants et Hugo, ne comprenant pas encore tout, m'a demandé si nous aurions du gâteau d'anniversaire plus tard. Je lui ai dit que nous aurions notre propre gâteau. Et j'ai fait l'heure et demie de trajet du retour, les mains douloureuses d'avoir tant serré le volant. Et j'ai mis 3 gaufres surgelées dans le grille-pain parce qu'il était 22 heures et que c'était tout ce que nous avions. Voici ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi. Parce que je vous ai promis un dossier. Et j'ai besoin que vous compreniez le silence qui a précédé. Personne n'a appelé. Ni mon père, ni Margot, ni aucun de ses amis de golf qui avaient regardé 3 enfants attendre devant des assiettes vides. Ce que j'ai reçu à la place, 4 jours plus tard, c'était un message de ma tante Rosalie. Transféré depuis une conversation de groupe dont j'avais été discrètement retiré peu après la fête. Apparemment, j'avais fait un scandale et fait honte à papa le jour de sa fête en partant brusquement avec les enfants. La version de Margot, c'était que j'avais surréagi à un simple problème d'organisation de
table et que j'avais humilié la famille devant les invités. Mon père, quand j'ai fini par l'avoir au téléphone 11 jours après son anniversaire, a poussé le soupir épuisé d'un homme injustement accablé. Léna, ce n'était qu'un dîner. Tu n'avais pas besoin d'en faire tout un fromage. Un dîner. J'ai raccroché et je n'ai plus rappelé. Je voudrais vous dire que j'ai géré les mois suivants avec élégance. La plupart du temps, je les ai simplement gérés avec épuisement. L'argent est devenu encore plus rare. Mon propriétaire a augmenté le loyer de 40 € par mois, ce qui ne semble pas beaucoup jusqu'à ce que vous deviez déjà choisir entre la facture d'électricité et de nouvelles chaussures pour un enfant de 7 ans qui grandit. J'ai pris un 4e quart de travail par semaine à l'entrepôt. J'ai commencé à sauter le déjeuner la plupart des jours, sans drame, juste discrètement. Comme on le fait quand on a décidé que le fait que ses enfants mangent bien importe plus que le fait de manger soi-même. Léa, qui avait 10 ans, a commencé à remarquer des choses que des enfants de cet âge ne devraient pas avoir à remarquer. Et un soir, elle m'a trouvée à la table de la cuisine avec les factures étalées et s'est simplement assise à côté de moi sans rien dire, comme si elle comprenait déjà qu'il n'y avait rien à ajouter. Il y a une semaine en janvier à laquelle je pense encore plus qu'à n'importe quelle autre. Il me manquait 230 € pour le loyer, un chiffre exact dont je me souviens parce que j'ai refait le calcul probablement 40 fois cette semaine-là, réorganisant les factures dans ma tête comme des pièces de puzzle qui ne s'emboîtaient jamais tout à fait. J'avais déjà vendu le seul bijou de valeur que je possédais, la bague de ma grand-mère, dans un magasin de rachat d'or 2 villes plus loin, pour que personne de ma connaissance ne me voie entrer. Je suis restée assise dans ma voiture sur le parking après coup et j'ai pleuré comme je ne m'étais pas autorisée à pleurer depuis le départ de Tristan. Non pas pour la bague elle-même, mais parce que je comprenais à cet instant à quel point j'étais proche du gouffre. À une mauvaise semaine d'une conversation avec mes enfants pour leur expliquer où nous allions dormir. Je n'ai pas appelé mon père. L'idée ne m'est même pas venue à l'esprit. Cela montre mieux que tout à quel point le fossé s'était creusé entre nous. Cette même semaine, l'institutrice d'Inès m'a convoquée pour un rendez-vous auquel je ne m'attendais pas. Elle m'a dit doucement qu'Inès avait commencé à apporter un sachet de gâteaux secs supplémentaires à l'école chaque jour et allait cacher dans son casier au lieu de les manger au déjeuner. Et quand l'institutrice lui avait demandé pourquoi, ma fille de 7 ans avait répondu qu'elle voulait s'assurer qu'il y en ait de côté au cas où il n'y aurait plus rien pour le dîner. Je m'assoyais dans cette toute petite chaise en plastique pour enfants et j'ai senti quelque chose se briser et se reconstruire en moi en même temps. Je me suis promis, en rentrant chez moi cet après-midi-là, que je trouverais un moyen de sortir de ce mode de survie, même si cela me demandait tout ce que j'avais. Parce que mes enfants absorbaient une forme de précarité que je ne voulais jamais les voir porter jusqu'à l'âge adulte comme je l'avais fait. La personne qui m'a fait tenir debout cet hiver-là n'était pas de ma famille. C'était la propriétaire de l'immeuble, une femme nommée Pierrette Durand, qui possédait la quincaillerie sous notre appartement et avait vu mes enfants grandir en montant les escaliers devant son comptoir. Pierrette avait dépassé la soixantaine, le regard perçant, le genre de personne qui remarque quand la lumière d'un locataire reste allumée passé minuit 3 soirs de suite. Elle a commencé à déposer des choses devant ma porte. Un sac de vêtements trop petit de sa nièce, un plat cuisiné parce qu'elle en avait trop fait. Jamais un mot. L'au-dessus après. Un soir de février, alors que je montais les courses avec Hugo. Sur la hanche, elle m'a arrêté dans la cage d'escalier et a dit, « Vous savez, vous n'avez pas besoin de faire tout ça comme si vous étiez la seule personne au monde à s'être retrouvée brisée toute seule. » Je lui ai répondu, à moitié en rigolant, à moitié sérieuse, que c'était pourtant bien l'impression que cela me
Donnait. Elle a ri, sans méchanceté, et a dit quelque chose dont je n'ai pris la pleine mesure que des mois plus tard. La famille, ce ne sont pas les gens qui partagent votre nom de famille, Léna. Ce sont les gens qui sont là quand ils n'ont rien à y gagner. Pierrette est devenue la personne à qui je parlais quand les choses devenaient dures, et finalement la personne qui m'a aidé à voir une issue à l'impasse dans laquelle je me trouvais. Elle connaissait un comptable qui cherchait une aide à temps partiel pour la saisie de données, un travail que je pouvais faire le soir. Depuis la table de ma cuisine une fois les enfants couchés. C'était mieux payé que l'entrepôt, et cela sollicitait une partie de mon cerveau qui était restée en sommeil depuis la naissance d'Hugo. Je me souviens encore de la première semaine de ce travail, à veiller passer minuit après l'endormissement des 3 enfants, les yeux plissés sur des tableurs Excel sur un ordinateur d'occasion au coin fêlé, en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la compétence. Pas de la gratitude pour des miettes, pas du soulagement d'avoir survécu un mois de plus, juste la satisfaction simple et constante d'être bonne dans ce que je faisais et d'être payée équitablement pour cela. En 4 mois, j'avais trouvé 2 autres petits clients commerçants pour faire la même chose, principalement par le bouche à oreille après que la première cliente eut mentionné à une amie que sa comptabilité n'avait jamais été aussi propre. En 8 mois, j'avais discrètement monté mon propre petit cabinet de gestion comptable, géré depuis cette même table de cuisine, un tableur à la fois. J'ai d'abord abandonné les heures à l'entrepôt, puis le travail au cabinet de facturation médicale. Le jour où je me suis rendu compte que les revenus de mes clients dépassaient enfin, silencieusement, mes 2 anciens salaires combinés, je n'ai rien fêté d'extravagant. J'ai emmené les enfants dans une vraie brasserie 2 villes plus loin, j'ai laissé chacun commander ce qu'il voulait sur la carte sans vérifier le prix d'abord. Et j'ai vu le visage d'Hugo quand la serveuse lui a demandé s'il voulait un milkshake et que j'ai dit oui. Avant même qu'il ne finisse de poser la question. C'est un petit souvenir. C'est l'un de mes préférés. Je veux être honnête sur un point, parce que cette partie de l'histoire compte tout autant que le reste. Reconstruire sa vie n'a pas été une ligne droite. Il y a eu des mois où le travail ralentissait, où je paniquais et reprenais des missions temporaires juste pour être sûre. Il y a eu des nuits où je me suis assise avec les bulletins scolaires des filles en me sentant coupable de ne pas avoir pu inscrire Inès au cours de gymnastique qu'elle me réclamait depuis 1 an. Parce que ce n'était toujours pas dans le budget. Mais lentement, mois après mois, le sol sous nos pieds s'est raffermi. J'ai arrêté de sursauter chaque fois que le téléphone sonnait avec un numéro inconnu, de peur que ce soit un service de recouvrement. J'ai constitué un fonds d'urgence, quelques centaines d'euros. Au début, auquel je refusais de toucher même quand c'était tentant. Mes enfants ont commencé à dormir d'un trait sans que je les entende se lever pour vérifier si la lumière était encore allumée, parce qu'ils avaient commencé à avoir confiance. D'une certaine manière, les enfants comprennent avant de pouvoir l'exprimer que les choses s'arrangent. C'est grâce à ce travail, curieusement, que tout a fini par voler en éclats avec ma famille. Parce que l'une des petites entreprises dont j'ai commencé à tenir les comptes, par pure coïncidence, était un magasin de dépôt-vente de meubles d'occasion que le groupe de concession du mari de Margot utilisait pour meubler leur logement témoin. Une partie de mon travail consistait à faire le rapprochement entre chaque facture fournisseur et les pièces justificatives qui y étaient jointes. Et sur l'un des dossiers de remboursement les plus importants, quelqu'un au bureau de la concession avait agrafé par erreur des documents administratifs qui n'avaient absolument rien à voir avec des meubles. Des confirmations de virements bancaires classées là par erreur parce qu'elles avaient été remboursées via le même compte général. Un mardi après-midi pluvieux, en recoupant une ancienne facture pour régler un écart, j'ai trouvé un nom que je connaissais sur l'une de ces confirmations de
Virement, mais le montant m'a glacé le sang. C'était le nom de notre mère? Éléonore Mercier. Notre mère, décédée 6 ans plus tôt, avait laissé un petit héritage sous forme de trust familial, pas une fortune, mais une somme réelle, destinée à être partagée équitablement entre les enfants de Margot et les miens. Pour leurs études. J'avais signé des papiers il y a des années et n'y avais plus jamais repensé, faisant confiance, de la façon dont on fait confiance à sa famille, en me disant que l'argent dormait sur un compte quelque part en attendant que mes enfants aient 18 ans. L'argent ne dormait pas du tout. Sur 3 ans, par montant suffisamment raisonnable pour ne pas attirer l'attention, des fonds avaient été discrètement détournés de ce compte d'héritage vers un compte lié à l'agrandissement de la concession du mari de Margot, ce même agrandissement qui avait financé la deuxième rénovation de la cuisine, la salle privée du restaurant, le plateau de fruits de mer que mes enfants n'avaient jamais pu goûter. Au début, je me suis dit qu'il devait y avoir une explication logique, parce que c'est ce que vous faites quand vous avez passé votre vie à accorder le bénéfice du doute à votre famille, même quand ce doute ne cessait de vous coûter cher. J'ai extrait les factures plus anciennes. J'ai croisé les dates avec les registres du dépôt-vente, avec les annonces d'agrandissement de la concession que le mari de Margot avait fièrement publiées en ligne, avec les mois exacts où les relevés de compte de notre mère étaient devenus curieusement silencieux. Sur le seul compte que je n'avais jamais eu de raison de vérifier de près. Le schéma se confirmait à chaque fois. Ce n'était pas une erreur de saisie répétée. Par accident. C'était une décision prise et réitérée 3 fois par an pendant 3 ans. Je suis restée assise à la table de ma cuisine pendant un long moment ce soir-là, après le coucher des enfants, à fixer des chiffres sur un écran qui ne racontait rien d'autre qu'une décennie de vols silencieux déguisés en générosité envers un seul côté de la famille. J'ai pensé à Hugo demandant quand ce serait notre tour de manger. J'ai pensé au hochement de tête de mon père. Au cours des jours suivants, j'ai imprimé chaque page qui comptait, les confirmations de virement, les relevés de compte de l'héritage, les dossiers d'expansion de la concession, et je les ai rangés dans une chemise en carton jaune ordinaire que je gardais au fond du tiroir de mon bureau, sous une pile de factures de clients, où personne n'aurait l'idée de regarder. Je n'ai parlé du contenu de ce dossier à personne en dehors de cet appartement. Pas même à Pierrette. Pas encore. J'ai simplement apporté cette chemise au cabinet d'un avocat spécialisé 3 semaines plus tard, je l'ai posée sur son bureau et j'ai dit, j'ai besoin que vous me disiez si je vois bien ce que je crois voir. Je n'ai pas appelé Margot. Je n'ai pas appelé mon père. J'ai appelé un avocat spécialisé en droit des successions nommé Maître Damien Vasseur, que Pierrette m'avait recommandé des mois plus tôt pour toute autre chose. Et je lui ai apporté les tirages papier. Il a confirmé en moins d'une semaine ce que je soupçonnais. Déjà. Les documents d'origine exigeaient une répartition stricte et équitable. Ma signature n'avait jamais autorisé le moindre transfert, et ce qu'il avait sous les yeux, selon ses propres termes, était une piste de preuve qu'un étudiant en première année de droit pourrait suivre. Il a beaucoup utilisé le mot « abus de confiance ». Il a encore plus utilisé le mot « avéré ». Nous avons demandé un audit complet par l'intermédiaire du notaire en charge de la succession, ce qui a tout étalé au grand jour, que ma famille le veuille ou non. Margot a d'abord tenté de faire passer cela pour un malentendu, un prêt temporaire entre membres d'une même famille qu'elle avait toujours eu l'intention de rembourser. La paperasse racontait une toute autre histoire. Aucun accord de prêt, aucune condition d'intérêt, aucun calendrier de remboursement. Juste 3 ans de virement qui s'étaient arrêtés exactement au moment où l'agrandissement de la concession avait été entièrement financé. Mon père, confronté par le notaire, a avoué qu'il avait signé certains transferts sans
Lire attentivement ce qu'il autorisait, faisant confiance à Margot avec la même facilité qu'il lui avait toujours accordée, cette même confiance qu'il ne m'avait jamais laissé l'occasion de mériter. Simplement parce qu'on ne m'avait jamais donné la possibilité de le décevoir. Je n'ai parlé à Margot qu'une seule fois au cours de ces 5 mois, lors d'une réunion de médiation à laquelle ni elle ni moi ne souhaitions participer. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs, assise de l'autre côté d'une table de réunion au lieu de régner en bout de table. « Tu fais vraiment tout ça ?» a-t-elle dit comme si c'était une accusation et non un constat. Pour une histoire de plan de table ? Ça n'a jamais été une histoire de plan de table, lui ai-je répondu. Il s'agit de 3 années pendant lesquelles tu as décidé que l'avenir de mes enfants comptait moins que la rénovation de ta cuisine. Je n'en avais juste pas la preuve jusqu'à ce que je la trouve. Elle n'a pas trouvé grand-chose à répondre à cela. Elle a tenté brièvement d'invoquer les années que nous avions partagées en tant que sœurs, la chambre d'enfants que nous avions partagée autrefois, comme si le passé seul devait lui valoir un laissez-passer. Je lui ai dit aussi calmement que possible que je me souvenais très bien de cette chambre d'enfant moi aussi. Je me souvenais que c'était la dernière fois que nous avions vraiment été égales dans cette famille. Avant que la façon dont nos parents nous considéraient ne nous sépare en 2 catégories de filles. Je ne cherchais pas à la punir pour des choix qu'elle n'avait pas fait enfant. Je m'intéressais à ce qu'elle avait choisi en tant qu'adulte, un stylo à la main, 3 fois par an pendant 3 ans, pendant que mes enfants s'asseyaient là où il restait de la place. Le règlement de l'affaire a pris la meilleure partie de 5 mois. L'héritage a dû être intégralement restitué, les fonds détournés devant être remboursés sur les biens personnels du foyer de Margot, ce qui a entraîné, entre autres, une saisie conservatoire sur l'extension de la concession elle-même. La part de mes enfants, cette part qui leur avait été discrètement volée pendant qu'ils attendaient devant des assiettes vides, a été recalculated, restaurée et placée sous la gestion d'un tiers indépendant, afin que personne ne puisse plus jamais y toucher avant leur majorité. Margot a perdu bien plus que de l'argent. Elle a perdu cette certitude confortable qu'elle pouvait se servir dans les ressources familiales sans que personne ne regarde jamais d'assez près pour s'en apercevoir. Et ce genre de confiance, une fois brisée, ne revient pas facilement. Mon père m'a appelé la semaine où les comptes ont été arrêtés. Il ne s'est pas excusé. Pas vraiment. Les hommes comme mon père prononcent rarement ces mots-là. Mais il a dit quelque chose qui s'en rapprochait. Il a dit qu'il n'avait pas réalisé depuis combien de temps cela durait, qu'il avait essayé de maintenir la paix entre ses filles pendant tant d'années qu'il avait fini par ne plus remarquer quelle paix était constamment sacrifiée pour y parvenir. Je lui ai demandé, parce que j'avais enfin la légitimité de le lui demander clairement, pourquoi il avait hoché la tête ce soir-là au restaurant au lieu de dire un seul mot pour défendre ses petits-enfants. Il est resté silencieux pendant un long moment au téléphone. Je ne voulais pas faire de scène le jour de mon anniversaire, a-t-il fini par dire. Je lui ai répondu que c'était exactement là le problème, que vouloir éviter une scène avait coûté un dîner à mes enfants, et pire encore, leur avait montré sans qu'aucun mot ne soit nécessaire quelle était leur place à ses yeux. Je lui ai dit que j'appréciais son appel, et c'était vrai. Mais je lui ai aussi dit calmement que je ne ramènerais plus mes enfants dans une dynamique familiale où ils s'asseyaient à l'écart et mangeaient en dernier, que ce soit à une table d'anniversaire ou dans un compte d'héritage. S'il voulait avoir une relation avec ses petits-enfants à l'avenir, cela se ferait sur un pied d'égalité, ou cela ne se ferait pas du tout. Plus jamais de table séparée, au sens propre comme au figuré. Il a fait des efforts très lentement dans les mois qui ont suivi, de manière qui semblait petite au début et qui n'ont pris du sens qu'avec le temps. Il a fait le trajet un samedi de printemps pour venir voir le tout premier match de
Football d'Hugo, il est resté assis sur un banc au soleil pendant 2 heures. Et il est resté après pour dire spécifiquement à Hugo qu'il avait été très bon. Sur le terrain. Pas un compliment vague lancé à la cantonade, mais une phrase. Adressée directement à mon fils. Il a emmené Léa et Inès déjeuner un jour de semaine où je ne pouvais pas me libérer du travail, juste les 2 filles. Lui. Et Léa m'a raconté après, un peu surprise, qu'il lui avait posé de vraies questions sur le collège et qu'il avait attendu la fin de sa réponse au lieu de regarder son téléphone. Et un dimanche après-midi, il a assis mes 3 enfants, un par un, et a dit à chacun individuellement qu'il était désolé pour le dîner d'anniversaire, qu'il aurait dû dire quelque chose dès le début au lieu de laisser les choses les blesser. Hugo, qui avait 6 ans à ce moment-là, lui a dit que ce n'était pas grave. Je n'ai pas corrigé mon fils sur le moment, mais j'ai dit à mon père en privé juste après que ce n'était pas grave. C'était seulement pardonné, et que ce n'était pas la même chose, et qu'il devait comprendre la différence à l'avenir. Une carte d'anniversaire pour Hugo est arrivée alors cette année-là avec un mot à l'intérieur disant qu'il était fier de lui. La première fois en 5 ans que mon fils entendait ces mots de la bouche de son grand-père par écrit. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas l'enfance que j'aurais souhaité que mes enfants aient de ce côté de la famille depuis le début. Mais c'est honnête et c'est mérité, ce qui est déjà plus que tout ce que j'ai jamais eu auparavant. Margot et moi ne nous parlons plus. Je ne dis pas cela avec satisfaction. Pas vraiment. Elle reste ma sœur et une partie de moi aura toujours de la peine en pensant à ce qu'aurait pu être notre relation si elle avait traité mes enfants une seule fois comme s'ils avaient leur place à la même table que les siens. Mais j'ai arrêté d'attendre que cette version d'elle apparaisse. J'ai construit quelque chose de plus solide à la place. Mon cabinet de comptabilité subvient désormais entièrement aux besoins de ma famille, avec suffisamment de clients réguliers pour que j'ai dû en refuser quelques-uns au printemps dernier par manque d'heures dans la journée. J'ai déménagé de l'appartement au-dessus de la quincaillerie au printemps dernier aussi, pour m'installer dans une petite maison avec un vrai jardin, 3 vraies chambres, et une table de cuisine assez grande pour que personne n'ait jamais à manger ailleurs. Pierrette passe encore la plupart des week-ends, généralement avec un plat qu'elle a fait, en trop grande quantité, et elle est devenue plus proche d'eux. Mes enfants que la moitié des gens qui partagent leur sang. Elle était là le jour de notre emménagement, debout dans le salon vide avec une boîte à outils. Elle a regardé autour d'elle les cartons et les murs nus et a dit, « Eh bien ? On dirait que quelqu'un a enfin construit une table assez grande. » Le mois dernier, Léa a fêté ses 11 ans. Nous avons mangé le gâteau dans notre propre cuisine. Tous les 4 à la même table. De vraies assiettes. Personne n'attend le tour des autres. Hugo, plus grand maintenant, plus observateur. Assez grand pour se souvenir de morceaux de cette soirée au restaurant, même s'il ne comprend pas totalement ce que cela signifiait, à regarder les 4 assiettes bien remplies devant nous et à demander, ici, tout le monde mange en même temps. N'est-ce pas ? Je lui ai répondu que c'était la seule règle qui ait jamais compté pour moi, et que ce serait toujours le cas tant qu'il vivrait sous mon toit. Je repense à ce dîner parfois, au manteau, aux assiettes vides, au hochement de tête de mon père, plus souvent que je ne le devrais probablement, vu le chemin que nous avons tous parcouru depuis. Je pensais autrefois que le pire dans cette soirée était l'humiliation, le fait de me tenir devant une salle pleine de monde pendant qu'on faisait comprendre silencieusement à mes enfants qu'ils ne comptaient pas. Je ne pense plus cela aujourd'hui. Je pense que le pire était d'avoir failli croire pendant 31 ans qu'il était normal que l'amour soit assorti d'un plan de table, que certains enfants coûtent simplement moins cher à aimer ouvertement que d'autres, et qu'on avait attribué à mes enfants la place la moins chère avant même leur naissance. Il aura fallu perdre une soirée entière avec mon père, et faillir perdre pied complètement en
Janvier, pour comprendre que le plan de table n'avait jamais été le vrai problème. Il n'était que la preuve d'un problème qui existait depuis très longtemps. Alors je vous poserai la même question que j'ai dû me poser sur ce parking avec 3 manteaux dans les bras, si les gens qui sont censés vous protéger ne cessent de vous prouver exactement quelle est votre place. Combien de dîners êtes-vous prêt à supporter encore avant de vous lever et de partir pour de bon ?